Ravi de vous retrouver ce matin sur I24. Il doit célébrer son 16e anniversaire la semaine prochaine. Le très jeune auteur de l'agression antisémite à Marseille dit avoir agi au nom de l'État islamique. L'agresseur, un jeune turc d'origine kurde, n'avait ni antécédents judiciaires ni troubles psychiatriques. Il n'était pas connu non plus des services de renseignement. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Joseph Emmanuel avec Myriam Aman. Marseille, 9e arrondissement. Nous sommes dans un quartier où vit une importante communauté juive. Benjamin, un enseignant de 35 ans portant la kippa, se rend dans l'école juive dans laquelle il enseigne. Un jeune homme de 15 ans se rue sur lui, il tient en main une machette, crie Allah Akbar et porte plusieurs coups. Le livre de prière que Benjamin tient dans ses bras lui sert alors de bouclier. La victime s'en sort avec quelques blessures à la main et au dos. L'agresseur, arrêté quelques instants plus tard, est un Turc inconnu des services de renseignement. Il a revendiqué avoir agi ainsi au nom d'Allah, de l'État islamique, répétant avoir agi à plusieurs reprises au nom de Daesh. Il est totalement inconnu des services de police et totalement inconnu des services de justice. Les représentants des organisations juives de Marseille se sont rendus immédiatement sur les lieux de l'agression. C'est pas un jeune homme dérangé, c'est pas un jeune homme handicapé, c'est un jeune homme qui est un bon élève, est un bon élément et qui ce matin, pour quelle raison, sort avec une machette pour venir frapper on ne sait qui. Du côté des politiques, le gouvernement a dénoncé en bloc une agression abjecte. Cette agression dont le caractère antisémite est avéré nous révulse tous. Et elle démontre encore une fois l'état aussi de notre société. Après les revendications de l'assaillant, le parquet antiterroriste a été saisi. Une enquête pour tentative d'assassinat et apologie du terrorisme a été ouverte. Alors on va s'intéresser plus profondément à cette affaire avec vous, Jacques Neria. Bonjour, vous êtes ancien officier des services de renseignement israéliens. Alors on l'a dit, pas connu des services de sécurité, des services de police, des services judiciaires, pas fiché S non plus. Est-ce que ce genre d'attaque risque de se multiplier à l'avenir? Alors comme ce jeune monsieur-là, il y en a des milliers en France aujourd'hui et un peu partout en Europe, tous inspirés par l'idéologie de Daesh, soi-disant la grande idéologie qui dit que si vous ne pouvez pas venir et vous joindre avec les forces de Daesh en Syrie et en Irak pour combattre les infidèles, donc les croisés, faites ça là où vous êtes chez vous. Donc c'est le djihad solo, comme il appelle si bien, donc les loups solitaires qu'on avait l'habitude. On va revenir sur cette expression, parce que djihad solo, c'est une notion. La notion de loup solitaire, est-ce qu'elle n'est pas désuète aujourd'hui? Elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Tout simplement, c'était un terme qui était aimé par les commentateurs, par les soi-disant islamistes qui pensaient que finalement c'était quelque chose d'isolé, c'était des individus dérangés ou intellectuellement affaiblis ou avec des problèmes psychiques. Mais là, c'est tout simplement, c'est le raz-de-marée qui nous arrive de Raqqa. C'est tout simplement l'influence directe, je dirais, de l'incitation dans l'Internet, sur les réseaux sociaux qui font des dégâts énormes. Et ces dégâts-là se matérialisent par des jeunes gens tel que cela se passe à Marseille et à Paris, dans d'autres endroits dans le monde. Merci beaucoup, Jacques Neria. Alors, on l'a dit, l'agresseur va bientôt fêter son 16e anniversaire. Virginie, finalement, la première porte vers la Syrie, c'est quand même les réseaux sociaux. Oui, Jacques Neria le disait à l'instant. Aujourd'hui, on recense des milliers de profils Facebook et 40 000 comptes Twitter actifs qui recrutent pour le compte de l'État islamique. En marge des prêcheurs au pied des tours qu'on a connus dans les années 80-90, aujourd'hui, les recruteurs travaillent essentiellement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Skype, Snapchat, WhatsApp, les réseaux sociaux sur lesquels les ados passent de plus en plus de temps de leur téléphone portable hors contrôle des parents. Il faut savoir qu'en France, un adolescent reçoit son téléphone portable à l'âge de 11 ans, le premier, et qu'il peut aller jusqu'à 360 textos par semaine. Donc ça vous donne une idée quand même de la capacité qu'il a avec ce téléphone portable. Et l'embrigadement, il est bien rodé, il est très rapide. Et ça, c'est une journaliste qui s'appelle Anna Erel qui l'a parfaitement décrit dans un livre qui s'appelle « Dans la peau d'une djihadiste ».
Elle a fait une enquête en fait pour un magazine et finalement elle a eu envie d'aller plus loin. Elle s'est inscrite sur Facebook avec un faux profil, Mélanie, et là, en quelques minutes, des dizaines de demandes d'amis et elle est contactée justement par un certain Bilal qui s'avérera plus tard être un proche d'Al-Baghdadi et elle raconte tout, la drague bien lourde, la demande en mariage entrecoupée de photos de décapitation et de vidéos. Petite parenthèse, à force de regarder ces vidéos de décapitation, ces images mortifères, les adolescents sont désensibilisés progressivement. Serge Effès, le célèbre psychiatre français, parle d'ailleurs d'un pouvoir hypnotique de ces images qui prépare, si vous voulez, le départ vers la Syrie. Alors, l'endoctrinement politique, finalement, c'est la première étape, on l'a bien compris. Le tout, c'est aussi de les faire venir. Effectivement, Nathalie, Anna Erel le raconte très bien, c'est un pseudo. Elle le raconte très bien, donc très vite, ce Bilal la demande en mariage. Quelques heures après la prise de contact, s'ensuit la promesse d'une vie meilleure et elle explique qu'il y a un vrai travail personnalisé. Si sur votre profil Twitter ou Facebook, vous expliquez que vous aimez les armes, eh bien on vous propose de servir dans les unités combattantes. Une jeune fille qui par exemple se plaignait de ne pas pouvoir s'offrir des vêtements en France, on lui dit mais ne t'inquiète pas, en Syrie le pouvoir d'achat est beaucoup plus important. Une autre qui veut chercher et trouver un sens à sa vie, on lui dit tu vas t'occuper des orphelins. Tout ça fait que c'est un système parfaitement rodé et qui s'auto-alimente, puisque finalement les candidats au djihad, une fois sur place, font eux-mêmes des vidéos qu'ils relaient sur les réseaux sociaux, qui les ont eux-mêmes recrutés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure du web 2.0, Daesh a parfaitement compris les moyens de communication des jeunes qui sont évidemment et malheureusement plus portés sur YouTube que sur les livres. Merci beaucoup Virginie. Jacques, finalement, c'est un système particulièrement bien huilé, ça va très vite. Oui, il ne faut pas se tromper. Daesh, ce n'est pas une organisation de malfaiteurs. Ce ne sont pas des brigands de route. C'est un État. C'est un État, c'est un système étatique qui a tous les moyens d'un État. Et donc, cet État excelle dans la propagande, excelle dans les médias. Et de cette façon-là, il a réussi à recruter plus de 40 000 volontaires qui sont venus se battre en Irak et en Syrie. Merci à vous deux pour ces éclairages.